Vous avez maintenant la possibilité sur saorisailing.com, comme vous le voyez actuellement. saorisailing.com, donc vous avez ici mon adresse Gmail, donc pour me communiquer directement vos requêtes, etc. Vous avez un numéro de téléphone qui sera dans lequel je serai joignable. C'est un numéro de téléphone professionnel auquel je serai joignable à partir de la semaine prochaine. D'accord ? Pour l'instant, il ne fonctionne pas. Je l'ai activé, mais je ne l'ai pas à bord de Saori. D'accord ? Donc du coup, à partir de la semaine prochaine, vous pourrez également me contacter par téléphone, même si je vous conseille vivement de me faire des requêtes via les mails. Vous avez juste à cliquer là-dessus, ça vous ouvre directement le mail et vous n'avez plus qu'à me contacter. D'accord ? Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de ce que je vous propose. D'accord ? Très sympa le site, je suis ravi que ça te plaise. Vous avez un raccourci vers ma chaîne YouTube et ma page Facebook, forcément. Et après, vous avez le restant. Donc je me suis un petit peu présenté rapidement. Je réexplique un petit peu comment l'idée m'est venue et qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer, etc. Donc du coup, ah là là, c'est quelque chose. Hein. Donc du coup, maintenant, je vais vous expliquer pas à pas l'idée de ce que j'ai conçu et un petit peu l'intérêt de justement mes services. Donc actuellement, pour tous ceux qui souhaitent acheter un bateau et pour tous ceux qui souhaitent faire vivre l'aventure justement d'avoir son propre habitable, il existe des courtiers, des revendeurs. Mon pote et moi, on navigue sur un Dufour arpège et je peux te dire que tes vidéos nous ont bien aidés. Ah bah je suis ravi que ça ait pu t'aider du coup. Franchement, je suis content. Et si tu as des questions précises sur justement des retours d'expérience et un truc que tu as vu qui fonctionnait pas très bien à bord sur une manœuvre ou quoi, tu peux très bien me contacter et si j'ai la possibilité, je te répondrai pour améliorer encore. N'hésitez pas vraiment à me faire des retours de vos navigations. Voilà. Donc maintenant pour le côté professionnel, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il en est. Donc j'ai fait ça en plusieurs étapes. La première étape, donc elles sont toutes chronologiques et indépendantes les unes des autres. D'accord ? Donc vous pouvez très bien me contacter pour passer de l'étape 1 à l'étape 7. D'accord ? Donc prendre la formule complète. Mais vous pouvez très bien me contacter pour prendre juste de 2 à 3 ou alors de 6 à 7 ou de 1 à 2, etc. D'accord ? Elles sont toutes indépendantes les unes des autres, mais il y a quand même une chronologie. D'accord ? Vous allez voir ensemble. La première, ça va être du coup le choix du bateau. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation, etc. Donc je vais vous laisser après la possibilité de regarder un petit peu, de voguer sur le site. Donc du coup, la première étape pour vous, ça va être de me contacter et de rentrer en relation avec moi, avec un rapport privé, d'accord, qui restera donc entre vous et moi. On va ensemble étudier votre projet et le choix du bateau, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire directement ici, dans la situation dans laquelle je suis, sur un logiciel comme Google Meet, comme Skype, comme tous ces trucs de visioconférence, qui sont gratuits, qui sont sans abonnement, etc. Donc à l'aide de ces logiciels-là, je vais prendre contact avec vous, on va discuter, etc. Vous aurez à peu près la même image que ce que vous avez là, mais moi j'aurai la vôtre et j'aurai la possibilité de prendre des notes, etc. Donc le but, ça va être justement de, vous voyez un petit peu ici, nous passerons en revue ensemble. Donc le but, ça va être de sélectionner les bateaux, un ou plusieurs bateaux, le plus adapté à votre situation, à votre recherche, etc. Donc pour cela, il est très facile de se perdre sur internet et de sélectionner un petit peu, mais comment sélectionner le bateau, comment en arriver à tel modèle, comment en arriver là, etc. Et c'est vrai que c'est des questions dont on peut se poser les questions seul et reconnexion réussie. Alors attendez. Hop là, normalement on est bon. Normalement on est bon.
confirmez-moi dans le chat que le petit saut de connexion est passé. C'est les joies de la 4G. Hop. Ouais, impeccable, ça m'a l'air bon. Ok. Donc du coup, oh yes, on est bon. Merci beaucoup, merci à tous pour vos retours. Donc la première étape, ça va être ensemble de discuter sur justement vos envies. Est-ce que vos envies, c'est justement de traverser, d'aller faire le tour du monde, d'aller dans les Caraïbes, ou alors si c'est juste de faire quelques jours de navigation par an, ou alors est-ce que c'est de rejoindre tel endroit, de ci, etc. Donc vous imaginez bien que le bateau va être différent, le choix du bateau va différer selon ce que vous comptez en faire, tout simplement. Donc ça peut être aussi si vous voulez rester proche des côtes, si vous voulez faire uniquement du côtier. Donc là, on n'a pas besoin d'avoir une grosse unité. Si vous voulez partir au large, on va réfléchir sur le type de lest, sur la forme de la coque, etc. Si quelque chose plus pour le portant ou pas et tout. Donc toutes ces choses-là, c'est quelque chose que je vous propose ensemble de voir en passant 1 heure ou 2 ensemble en privé et de voir justement d'étudier votre budget global, du coup d'en déduire la longueur du bateau qui est primordiale et qui est directement liée au budget global, d'accord? C'est presque la même question, ces deux choses-là. Et puis après, le poids du bateau, le type de lest, la largeur, ça va être pour le confort de l'habitabilité. Est-ce que vous voulez un bateau justement pour y vivre? À combien? Est-ce que vous avez une petite famille? Est-ce que vous avez ci, etc. Ou alors est-ce que vous êtes tout seul et que le strict minimum vous suffit, etc. Donc tout ça, on va le voir ensemble. Est-ce que vous voulez au contraire, est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous voulez... Est-ce que vous êtes en famille, vous voulez faire des grands repas, avoir besoin d'une cuisine équipée avec un four, etc. Ou au contraire, est-ce qu'un petit bateau de régate, et que vous êtes plus dans la performance? Est-ce que vous êtes plus dans justement l'idée de faire un rond dans l'eau quand il y a un vent un petit peu soutenu et de envoyer le spi et de se faire vraiment de la voile sportive, ou au contraire si vous êtes... Voilà, donc tout ça, c'est important d'en parler et ça définira énormément le choix du bateau et les différentes marques. D'accord? Donc la hauteur sous barreau, les voilures, l'accastillage, les différents équipements électroniques, aussi l'électronique embarquée. Si vous voulez un truc tout équipé ou si au contraire vous êtes plus dans quelque chose de rudimentaire, le minimum requis, et puis après c'est carto. Et puis aussi... Par la suite, j'aimerais aussi vous aider pour les démarches administratives. Donc du coup, le changement du nom du bateau, le changement de port d'attache, faire des devis pour assurer le bateau, voir combien ça peut coûter, etc. Donc c'est compris dans le budget global. Et puis évoquer avec vous justement les futurs carénages, l'entretien du bateau, combien ça coûte, etc. Puisque il faut bien prendre en compte que un bateau d'occasion, vous l'achetez, mais vous ne pouvez pas partir en mer de suite avec, hein, d'accord? Il y a quand même des vérifications à faire, qui plus est, et souvent de l'investissement à faire, etc. Donc c'est pas comme un... C'est pas comme un... C'est un petit peu comme si vous prenez un appart non meublé, d'accord? Il faut faire des choses, d'accord? Vous avez déjà la coque, tout fonctionne, etc. L'appartement est fonctionnel, mais il va falloir investir en plus, d'accord? C'est exactement la même chose. C'est plus comparable à acheter un appartement non meublé que d'acheter une voiture d'occasion, d'accord? La voiture d'occasion, je déteste ces comparaisons-là et ces métaphores-là, mais c'est pour vous expliquer un petit peu. Donc du coup, une voiture, vous l'achetez, elle a été vérifiée par la révision, et du coup vous partez, vous l'achetez à peine acheté, vous pouvez partir avec, mettre la clé dans le contact et partir. Ce n'est pas le cas des bateaux. Donc c'est pour ça que je vous propose justement encore mes services par rapport à cela. D'accord? Donc l'étape numéro 1, ça va être justement de parler de tout ça à distance. D'accord? Donc quelque chose de très simple qui va nous permettre un petit peu de prendre contact, de voir un petit peu quel type de marin vous êtes et quelles sont vos ambitions, et de vous conseiller au mieux pour que vous puissiez avoir le bateau le plus adapté. D'accord? Par la suite, donc nous avons ensemble
au préalable, déterminer un ou plusieurs bateaux s'ils sont dans le même port. Pourquoi se limiter à un seul bateau? Imaginez bien un grand port comme les Minimes, peut-être qu'il y a plusieurs bateaux qui pourraient répondre à, ou même plusieurs fois le même modèle de bateau. Donc pourquoi pas une ou plusieurs visites de bateau. Et donc là, ça va être donc là, je vous propose de me déplacer directement. Donc la possibilité que je me déplace et faire la visite avec vous pour justement vous épauler durant la visite. Parce que c'est vrai que moi-même, quand j'ai visité mon bateau, et tout le monde, on rentre dans le bateau, on est seul avec le vendeur il a ses arguments, et vous êtes là en train de essayer de trouver un peu le vrai du faux, vous faites vos pseudo-vérifications, mais c'est vrai qu'à part, on a trop tendance à regarder l'état des boiseries à l'intérieur, ou la moisissure sur les matelas, etc. D'accord? Donc c'est vraiment pas ça qui est important. Moi justement, je peux être là pour vous épauler. Je vais passer la page. Je peux être là pour vous épauler justement durant cette visite à vérifier des choses plus importantes comme l'état du gréement, l'état de la mâture, l'état de la liaison pont-coque, l'état des boulons de quille, l'état des varangues, l'état de tout ça, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut vérifier et aussi avec un œil un petit peu avisé, c'est-à-dire que c'est pas juste de vérifier check ou pas check, les varangues elles y seront forcément, mais il faut voir un petit peu, vérifier l'état, savoir où aller chercher, etc. Donc c'est là où moi je vous propose mon expérience tout simplement pour vous confirmer au moment avant le moment de l'achat, justement pour vous confirmer dans la qualité de l'achat, d'accord? Donc pour cela on va vérifier également je vous ai mis quoi, la pose de barre, qualité du gel coat, savoir la durée de vie du bateau, etc. Retrouver avec le vendeur justement peut-être les anciennes factures de chantier et de motoristes. Donc essayer de retrouver les derniers changements des filtres, etc. La dernière révision du moteur, retrouver sa date, retrouver ci, etc. Donc ça c'est des choses qui sont primordiales parce qu'une fois que vous avez acheté le bateau, après le propriétaire, l'ancien propriétaire ne se doit plus rien. Donc vous pouvez très bien au moment de la visite dire que vous l'achetez sous condition, et dans les conditions ça peut être les factures et le rapport complet de tout l'entretien qu'il a fait ces derniers temps. Voilà, ça peut être une très bonne chose à faire, etc. Donc moi je peux être là justement pour vous épauler à ce moment-là. Vous n'avez plus qu'à prendre plaisir et à vous déstresser par rapport à ça parce que c'est assez stressant. C'est comme quand vous achetez une maison, etc. C'est quand même un moment assez délicat. Vous n'êtes pas forcément le plus expert en la matière. Donc vous pouvez avoir le plaisir de vous concentrer sur l'habitabilité, le confort de bar, le bien-être, etc. Parce que c'est aussi un coup de cœur le bateau. Il faut forcément que ça soit un coup de cœur. C'est un rêve qui se réalise. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelque chose en plus, une petite magie qui se crée au moment où vous rentrez dans le bateau. Ça, vous êtes le seul à le savoir. Donc moi, je vous laisse complètement libre de ça. Mais à côté de ça, vous avez la possibilité de justement compter sur moi pour la visite. D'accord ? Alors, j'ai une très bonne question dans le chat qui me dit, c'est pas le boulot des experts, cela. Alors, il faut savoir que un expert, c'est 500 balles. Enfin, c'est 500 €, excusez-moi pour mon langage. C'est dans les 500 € et il va expertiser votre bateau, d'accord? Donc, expertiser le bateau, ça veut dire que, moi je vous donne comment ça s'est passé pour mon bateau. Un expert est passé, il a mis 1h30, d'accord, pour vérifier l'intégralité du bateau, grutage compris, d'accord? Donc, 1h30 ou 2 heures, allez, on va dire, avec la sortie de l'eau, d'accord? Moi, j'étais pas là. Donc il a expertisé tout le bateau. Donc vous imaginez bien que ces gens-là, ils sont experts. Donc ils ont les diplômes qui vont avec, etc. Donc ils sont là pour ça. Et donc c'est 500 € pour à peu près 2 heures. Et leur but à eux, c'est justement de donner une valeur vénale du bateau. D'accord? Donc pourquoi? C'est pour pouvoir assurer le bateau par la suite. Il faut donner la valeur vénale du bateau. Quand c'est des bateaux d'occasion, il va vous dire votre bateau il vaut tant par rapport à l'expertise que j'ai fait
le bateau vaut tant. D'accord? Donc, son rôle, ça va être uniquement celui-ci. Et donc, pour éviter d'avoir à payer 500 € pour un bateau dont vous n'êtes pas sûr, moi je parle de plusieurs visites de bateau. On part du principe que vous n'êtes pas encore sûr du bateau que vous allez acheter. On peut très bien visiter un seul bateau, mais que ça ne soit pas le bon, et en revisiter un autre 2 mois après. D'accord? Il n'y a pas d'urgence. Donc, c'est vraiment deux situations différentes. D'accord? Là, moi je vous épaule pour justement que vous puissiez faire appel à un expert, mais sur le bon bateau directement. D'accord? Donc par la suite, on continue dans les vérifications, etc., dans le check-up. Donc là, pour l'instant, je vous ai proposé de justement visiter le bateau avec vous. Par la suite, on prendra le temps de discuter entre marins et de voir un petit peu vos ressentis selon telle ou telle visite, faire le pour et le contre, et peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais aussi vous aider, vous épauler dans votre jugement pour essayer de trouver le meilleur compromis. D'accord? Donc ça va être justement l'étape numéro 2 pour visiter les bateaux. D'accord? On passe maintenant à l'étape numéro 3 qui sera un check-up complet du bateau. Donc vous m'avez déjà vu faire un petit peu cela dans une de mes vidéos précédentes où je vérifiais complètement un bateau que je ne connaissais pas. Donc c'était un très bon exercice. Donc moi je m'aide toujours d'une dizaine de pages reprenant de fond en comble tous les éléments du bateau. Donc encore une fois, je vais faire la différence, le parallèle avec l'expertise. Donc l'expertise, c'est vraiment vérifier grosso modo si le bateau flotte, s'il a talonné ou pas, s'il y a un truc masqué et combien il vaut. Voilà. Son boulot va s'arrêter à peu près là, d'accord? Donc il n'a pas à donner plus. Son boulot n'est pas de vous faire une vérification du bateau. Voilà, c'est bien ça que j'essaye de vous faire comprendre. 1h30 pour checker un bateau, c'est à peine le temps de lever tous les planchers, d'accord? Et de bien sûr commencer à aller à droite à gauche, etc. Donc comprenez que moi aujourd'hui je vous propose également la possibilité de me déplacer à nouveau et de faire un check-up complet du bateau. Donc en m'appuyant sur justement mes pages d'hivernage et de révision annuelle dont j'avais l'utilité précédemment, je vais m'appuyer là-dessus pour faire une révision complète du bateau. Et c'est pas une révision, c'est un check-up, une vérification intégrale du bateau. Donc cette vérification-là, je regarde que j'ai pas de commentaires, donc j'imagine que vous êtes tout oui. Donc cette vérification-là, elle se déroulera sur 2 jours. D'accord? 2 jours complets à bord du bateau à vérifier le bateau. Donc il va y avoir du haut du mât jusqu'au boulon de quille, en passant par tous les systèmes électroniques, en passant par toute la plomberie, en passant par toute l'électricité, du coup tout ce qui est batterie, etc. En passant par le moteur, en passant par le fond des cales, etc. En passant par le poste de barre, en passant par l'accastillage, etc., 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 etc. Donc toutes ces choses-là, c'est vraiment l'intégralité du bateau qui sera vérifiée. D'accord? Donc, en fin de cette étape, en fin de check-up, moi je vous enverrai un compte rendu. D'accord? Je peux très bien faire ça sans que vous pouvez être présent, mais si vous n'êtes pas présent, c'est aussi quelque chose qui peut s'effectuer. Donc je peux très bien vous envoyer après un compte rendu avec justement toutes les pièces qui ont été notifiées et relevées, etc. pendant ces 2 jours de vérification. Et sur cette liste, j'écrirai donc, je mentionnerai cette pièce-là ou cet élément-là est donc en bon état. Celui-ci, il est à entretenir, d'accord? Donc il faut juste l'entretenir. Celui-ci, il est en bon état. Celui-ci, il est à réparer, d'accord? Parce qu'il est cassé. Et celui-ci, il est à changer complètement, d'accord? Donc vous avez justement la possibilité, avant de partir en mer, ce qui est quelque chose de primordial, parce que, encore une fois, on ne peut pas acheter un bateau et partir en mer direct avec, même les bateaux neufs, d'accord? Même les bateaux, si vous les achetez neufs,
vous ne pouvez pas mettre la clé dans le contact et partir avec. Il y a forcément des vérifications à faire et après, par la suite, vous allez voir qu'il faut l'équiper. D'accord? Bonjour, où êtes-vous et dans quel rayon vous vous déplacerez pour visiter les bateaux? Alors, j'exerce dans toute la France, d'accord? Donc, pour l'instant, c'est dans toute la France. Et donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et actuellement, je suis en Vendée. Voilà. Actuellement, je suis en Vendée. Entre la Vendée et la Charente, je pense que c'est un petit peu ma zone de prédilection pour les prochains mois à venir, voire années peut-être. On verra. On verra, mais en tout cas, pour l'instant, cette zone-là est très pratique pour moi puisque entre La Rochelle, Nantes, j'ai vraiment la possibilité de me déplacer partout en France très facilement, très rapidement. D'accord? C'est des endroits qui sont bien desservis. Alors que la Bretagne et le sud de la Charente, c'est déjà plus compliqué. Voilà, donc par rapport à ça, je pourrais vraiment me déplacer partout. N'hésitez pas, on fera forcément, ça sera énormément de cas par cas. Donc j'étudierai vos mails sur saorisailing@gmail.com. J'étudierai vos mails et on fera par rapport à ça. D'accord? Donc par rapport au check-up, je vous ai expliqué qu'à la fin, vous avez votre petite liste avec tout notifié et vous savez à quoi vous attendre avant de partir en mer, qu'il va falloir changer ça, ci et ça. Donc c'est pas que vous avez acheté un bateau en mauvais état, bien au contraire, tous les bateaux doivent passer par là et tous les bateaux doivent avoir une vérification avant de partir en mer et quand vous venez de l'acheter, c'est une grande vérification, d'accord? Donc c'est vraiment pour vous permettre, vous, nouveau skipper, fraîchement skipper, de partir en mer en toute sécurité, parce que, enfin, en améliorant grandement votre sécurité, parce que vous avez justement un bateau vérifié. Voilà, c'est quelque chose qui est trop peu fait, et du coup, je propose mes services pour vous aider à ce moment-là. D'accord? On va continuer rapidement. Donc là, on arrive dans l'entretien et les réparations. Donc, vous voyez, à chaque fois vous avez une petite vidéo explicative, mais là, justement, je prends le temps de tout vous expliquer. Donc, entretien et réparation. Moi, à partir du moment où j'ai fait cette liste, où j'ai établi la liste de l'étape 3, donc il faut imaginer 10 pages à vérifier, à entretenir, ok, good, pas bien, à changer, à entretenir, à vérifier, etc. D'accord? Donc, tout ça, ça sera sur 10 pages. Et sur ces 10 pages, je serai à même de vous dire, par exemple, eh ben, cette réparation, je peux vous la faire. Cet entretien-là, c'est dans mes cordes, je peux vous le faire. Je vous propose tant, tel prix, etc. pour vous faire telle réparation. Ça, je peux le faire. Ça, c'est à ma portée. Ça, j'ai les outils, parce qu'il faut savoir quand même que je dispose à bord de Saori d'outils professionnels que j'ai utilisés pour mon utilisation perso, mais que je peux utiliser également justement qui était dans l'idée justement de pouvoir continuer à l'utiliser, des ponceuses, polish, etc. Plus le reste que j'achèterai par la suite. C'est vraiment des outils professionnels afin de faire un résultat et un travail professionnel, d'accord? Pour toutes les choses qui dépasseraient mes capacités, d'accord? Alors c'est pas forcément mes capacités intellectuelles, c'est surtout si vous avez besoin de faire de la sellerie ou de la voilerie et que vous avez besoin, et que nous avons donc besoin de une machine à coudre et un grand, je sais pas si vous êtes déjà rentré dans une voilerie, mais il y a énormément de place justement pour pouvoir étaler les voiles. Ou alors que nous avons besoin d'une grue, tout simplement, ou alors que c'est vraiment quelque chose de précis pour le motoriste, comme un linéage par exemple, ou des choses comme ça, le linéage de l'arbre d'hélice. Donc toutes les choses qui vraiment, ou alors un gros travail de stratification, etc. Toutes ces choses-là qui dépassent mes compétences et mes capacités, je serai à même de vous guider vers les professionnels les mieux adaptés. D'accord? Donc c'est là où je reviens rapidement sur que ce soit le choix du bateau ou que ce soit justement les moments où je vous mettrai en relation avec des professionnels. À chaque moment, à chaque fois, je n'ai aucun partenariat, d'accord? Je n'ai pas voulu faire de partenariat, je n'ai pas souhaité faire de partenariat pour justement avoir la légitimité
de vous proposer tel service, tel professionnel et de vous désigner tel endroit entre marins sans avoir à y gagner quoi que ce soit. Et c'est pour ça que justement, qu'est-ce que j'y gagne? Justement, j'y gagne votre confiance, tout simplement. J'y gagne justement le fait que en venant vers moi, vous n'allez pas avoir un bateau qu'un vendeur vous a conseillé parce que ça fait partie de son panel de bateaux à vendre et que du coup, dans son panel, celui-là, c'est peut-être le moins pire pour vous et du coup, il vous le vend. D'accord? Donc, cette neutralité, cette indépendance, comme je lis sur le chat, c'est très important pour moi et c'est aussi comme ça que je travaillais avant. Et c'est très important pour moi et je veux la conserver, je veux la garder et c'est crucial pour vous, c'est vraiment crucial. Et quand je vous dirigerai vers des professionnels, ça sera vraiment des bons professionnels et derrière, il n'y a pas un partenariat dans lequel j'y gagne quoi que ce soit. Voilà, moi j'y gagne avec vous, avec votre confiance et avec notre relation. Voilà, c'est ça qui me fait... je préfère gagner de l'argent sur une relation de confiance que justement avec des partenariats, etc., à rediriger les gens à droite à gauche. Voilà. Donc tout ceci c'est important. Tout ce qui a dans mes capacités, dans mes clous, je vous proposerai un tarif, à vous ou non de l'accepter, qui sera quand même avantageux, pour justement vous proposer de faire l'entretien et les réparations de beaucoup de choses sur le bateau. Pour ce qui dépasse mon entendement, ça sera justement vers des professionnels, vous serez redirigé, je vous proposerai des professionnels. D'accord? Donc voilà pour le niveau 4. On continue, on est bientôt arrivé. Donc la sécurité à bord, ça c'est un chapitre que j'ai voulu mettre parce que c'est très important, mais c'est peut-être le plus léger. C'est juste, une fois que le bateau il est en bon état, d'accord? Le bateau est entretenu, réparé, etc. Et techniquement, le bateau, rien ne l'empêche de partir en mer, d'accord? Sauf que vu qu'il ne va pas partir seul en mer, il va partir avec son capitaine et ses équipiers, il va falloir penser à la sécurité des personnes à bord, d'accord? Et la législation par rapport à cela. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une législation obligatoire, que vous soyez en côtier et un petit peu plus important si vous êtes en hauturier, d'accord, ou semi-hauturier, qui est très facile d'accès, vous pouvez la trouver partout, c'est dans le bloc marine, dans l'almanach du marin breton, je la mettrai sur mon site, et vous la trouvez n'importe où, vous tapez sur Google, c'est la division D240 de mémoire, pour justement retrouver exactement ce qu'il faut. Donc on va vous parler de 3 feux à main, une bouée fer à cheval avec un halin de minimum 50 mètres, avec au bout un feu à retournement, etc. etc. les gilets de sauvetage, donc les feux, et tout et tout. Donc tout ça c'est une liste qui est très facile à retrouver, et il sera pour moi un plaisir de discuter avec vous et de vous échanger les meilleurs moyens pour trouver peut-être des choses les plus efficaces et sans qu'elles soient trop onéreux. Voilà. Tout ce qui est sécurité, dites-vous que ça coûte assez cher pour ce que c'est, entre guillemets. Ils profitent du fait que la vie n'est pas de prix pour faire des choses assez chères. D'accord? Donc c'est possible un petit peu de connaître telle ou telle marque, etc. et de trouver, si vous voulez, le meilleur compromis pour être aux normes sans dépenser trop d'argent. D'accord? Donc ça, c'est important. Pour vous, ça sera un moyen aussi d'économiser de l'argent par rapport à cela, tout en répondant à toutes les règles de sécurité obligatoires. Je dis bien obligatoires, parce que pour ça encore, c'est quelque chose que vous pouvez limite faire indépendamment en donnant au magasin d'accastillage la liste, et il vous fera les petites courses, et vous allez voir, ça sera cher, ça sera plus cher que si vous le faites avec moi, mais en tout cas, vous serez aux normes, d'accord? Mais par la suite, ça sera un plaisir pour moi de vous, justement, est-ce que je l'ai écrit? Ça sera un plaisir pour moi de justement vous partager les autres possibilités de sécurité qui existent à bord, qui ne sont pas obligatoires. Voilà. Donc il existe des choses, il existe beaucoup de choses, voilà, de sécurité qui ne sont pas obligatoires.
Je pense à la PLB quand vous êtes en côtier, par exemple. C'est pas obligatoire, mais vivement recommandé. Donc la balise de détresse. Je pense à la retenue de baume. La retenue de baume qu'on ne voit nulle part. Sur aucune des... ce n'est pas obligatoire. Mais ça sera pour moi l'occasion de vous présenter le concept, de vous expliquer comment faire, etc. pour avoir une retenue de baume efficace sans avoir à aller à l'avant, etc. Je vous montrerai également sur Saori comment j'ai fait. Donc ça sera sur la chaîne YouTube. Ça sera une des vidéos futures. Mais en tout cas, voilà, tous ces systèmes-là de sécurité non obligatoires mais vivement recommandés, à savoir qu'il y en a en pagaille. Donc du coup, ça sera pour moi l'occasion de vous les présenter, vous les expliquer, et à vous, derrière, de choisir ce qui vous intéresse le plus, ce qui vous semble de bon sens, et ce qui vous semble non nécessaire. D'accord ? Donc ça, c'est pour tout ce qui est sécurité. Donc vous voyez, bah regardez, je crois qu'elles sont déjà... Ah voilà, elle y est déjà. Vous voyez, il y a déjà toute la liste qui est... là. Voilà. Donc ça, c'est la fameuse liste. Donc que vous pouvez retrouver partout. Moi, vous avez la version officielle, enfin officielle du gouvernement du moins. Et donc dessus, vous voyez exactement tout ce qu'il vous faut. Et de là, on en déduira qu'est-ce qui existe encore, qu'est-ce qui est encore possible, et comment améliorer encore la sécurité à bord. Voilà, sachant que la sécurité à bord, c'est quelque chose de primordial. Si vous êtes en solitaire, encore plus. C'est vraiment très important pour vos futures navigations d'être complètement alerte de tout ce qui existe, tout ce qui peut arriver, etc. Donc ça sera vraiment pour moi l'occasion de discuter avec vous des problèmes justement de manœuvre, etc., d'incendie, de voies d'eau et tout et tout. Donc pour moi, ça sera justement aussi l'occasion, par exemple, j'ai aussi un autre exemple comme ça qui me vient en tête, il existe des systèmes pour les voies d'eau autres que les pinoches en bois, comme une pâte, une espèce de pâte à modeler étanche qui sèche même sous l'eau. Donc du coup, il y a des choses qui existent comme ça et qui ne sont pas forcément obligatoires. Donc du coup, qui ne figurent pas sur cette liste. Et ça sera un plaisir pour moi de vous les évoquer. Voilà, je pense que pour la sécurité, vous avez compris. Comme vous voyez là, vous avez toutes les des liens possibles, etc. Et on arrive, attention, accrochez-vous, on arrive à la navigation. Donc, petite lampée. Quelle heure il est? Il est 41. Donc ça va, c'est pas trop long. Donc par rapport à la navigation, préparation d'une navigation et vérification en mer. Donc là, qu'est-ce que je vous propose? Encore une fois, que vous l'ayez fait de votre côté ou que on ait fait ensemble les 5 premières étapes, à partir du moment où votre bateau est prêt, vérifié et aux normes de sécurité, etc., moi, rien ne m'empêche, à partir de ce moment-là, que tout est bien fait, rien ne m'empêche du coup de naviguer avec vous. Maintenant, étant diplômé avec le Yachtmaster, je peux très bien naviguer avec vous et venir vous épauler pour votre première navigation ou vos premières navigations. D'accord ? Donc à partir d'aujourd'hui, il est désormais possible de me contacter saorisailing@gmail.com pour justement vos premières navigations, qui est pour moi la continuité des étapes précédentes et qui me permettra de continuer à vous expliquer et de continuer cette pédagogie et ce lien, parce que ça sera très, dans la pédagogie, il y a un lien vraiment de vous épauler pas à pas pour que vous puissiez partir de l'idée je veux acheter un bateau, j'aimerais acheter un bateau, à je navigue en autonomie, en toute sécurité, sur l'eau, avec aucun doute en tête, puisque le bateau a été complètement vérifié. D'accord ? Donc ça, c'est très important pour moi. C'est vraiment une réflexion que je me suis faite par rapport à toutes ces personnes qui partaient en mer sans avoir fait toutes ces choses-là, et qui, moi,
m'effraient, quoi. C'est vraiment des choses effroyables que l'on peut voir, des fois, des bateaux qui n'ont pas bougé depuis 6 mois de leur place, voire 1 an, et à peine arrivés, les personnes vont monter à bord du bateau, essayer de démarrer le moteur, on met tous les enfants à bord, la femme, les gosses, le chien, tout le monde, le pique-nique, tout. On essaye de démarrer le moteur, il ne veut pas démarrer. À la 10e fois, le moteur démarre miraculeusement, et là, il largue les amarres, ils partent. Voilà, ça c'est du vu, ça c'est du vécu. Donc si vous voulez éviter ce genre-là, parce qu'ils sont revenus, tout allait bien pour eux, etc. Mais il aurait pu avoir, dans d'autres situations, d'autres circonstances, il aurait pu avoir des choses dramatiques et irréversibles, d'accord? Donc du coup, moi mon but, c'est justement pour ces gens-là qui veulent un petit peu partir en mer, et ben, vous proposer de les faire dans les meilleures conditions possibles, avec dans les règles de l'art, si vous voulez, et pas à pas, sans sauter d'étape, pour que vous puissiez, comme j'ai eu jusqu'à présent le bonheur de faire, c'est-à-dire de avoir mon bateau en bon état, de le garder en bon état, de faire du cabotage, d'aller d'endroit en endroit, dans des ports inconnus, dans des zones inconnues, dans d'autres pays, et de revenir avec un bateau toujours entretenu et sans jamais avoir eu de peur, de crainte, de moments de doute, de moments vraiment chauds, etc. Pour l'instant, je n'en ai jamais eu et j'en suis très heureux. Et je pense pas que ça soit juste allez, on va toucher du bois ou on va prier les cieux. Je pense pas que ça se résume à ça. Je pense que ça se résume beaucoup à une préparation et une rigueur dans la préparation des navigations, une rigueur dans la préparation du bateau et une rigueur dans la préparation du capitaine. Voilà. C'est des choses qui sont obligatoires pour vous permettre de perdurer en mer et de ne jamais retourner au port avec une mauvaise aventure. D'accord ? Donc moi, ça a marché pour moi et j'aimerais vous le partager pour que ça soit également le cas pour vous. Voilà, parce qu'il existe nombreuses tristes histoires, sans que ça soit dramatique, mais des bateaux des histoires qui n'ont pas réussi, des histoires qui n'ont pas fonctionné et des bateaux qui se retrouvent en vente 6 mois après leur achat. Voilà, donc c'est pas le but, encore une fois. Donc, par rapport à cela, je vous propose de me déplacer à bord de votre bateau, encore une fois, et cette fois-ci, ensemble, la veille du départ, préparer une navigation en bonne et due forme, version Yachtmaster, avec une feuille de route, etc. Je vous posterai, là j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, avec justement la dernière nave que j'ai faite. Il n'y avait que 14 000 à faire par beau temps, d'accord ? Et on a fait une page de préparation de navigation, etc. En expliquant tout, etc. Donc j'aimerais vraiment vous aider à préparer vos premières navigations pour que vous ayez, si vous voulez, un espèce de modèle sur lequel vous appuyez pour vos préparations de navigation futures, d'accord ? Puisqu'à chaque fois, il faut préparer sa navigation. Donc le but, c'est d'en faire une en bonne et due forme dès le début pour que vous sachiez après comment faire pour faire une bonne préparation de navigation. Voilà. Donc là, le but, c'est de venir à bord, la faire avec vous, et le lendemain, partir en mer avec vous. Voilà, partir en mer avec vous et donc du coup effectuer une batterie de tests. Donc pour vous, ça sera l'occasion d'avoir quand même quelqu'un qui a un diplôme à côté de vous, au cas où. Donc vous avez quand même la possibilité de vous reposer un petit peu sur moi pour certaines choses. Et la possibilité d'apprécier votre première navigation pendant que moi je serai à côté en train de vérifier la tension du gréement, je serai en train de vérifier le bon fonctionnement des manœuvres de voile, donc les prises de riz, etc. On fera aussi des manœuvres de port, on fera beaucoup de manœuvres de port, voir le moteur, le pas d'hélice, l'intensité, etc. Voir comment il réagit par rapport au vent, comment il réagit par rapport au courant. On fera des manœuvres d'homme à la mer, on fera toutes sortes de manœuvres. On mettra le bateau à l'épreuve. Moi, je serai là pour mettre le bateau à l'épreuve, pour justement faire une batterie de tests en testant tout ce qu'on peut tester sur un bateau en quelques heures, pour justement que derrière, bah pareil, vous soyez
serein parce que les riz fonctionnent bien, parce que le moteur, vous avez compris comment ça fonctionne pour les manœuvres de port, etc. Et tout, et tout, et tout. Donc du coup, ça va être pour moi l'occasion de vous toucher aussi, de toucher 2 mots sur la navigation, etc. Voir un petit peu votre niveau et vous conseiller, vous épauler. Si je vois que le niveau est pas assez bon pour que vous puissiez partir en mer seul ou accompagné de vos proches, il sera aussi possible pour moi de vous conseiller tel ou tel stage spécifique, comme je sais que les Glénans proposent des stages de manœuvre de port, je sais que les Glénans proposent des stages de navigation hauturier, etc. Donc de navigation astrologique, etc. Donc il y a beaucoup de possibilités de parfaire votre expérience si je juge que votre niveau n'est pas suffisant pour partir désormais directement en mer. D'accord? Ou même directement avec moi dans certains cas. D'accord? Donc du coup, nous serons ensemble en mer à bord de votre bateau et ça sera pour moi encore l'occasion de débattre avec vous, de discuter, etc., d'échanger. On pourra échanger sur justement qu'est-ce que l'esprit marin, l'esprit marin, le bon sens. Qu'est-ce que ça signifie? Comment on dit déjà? Qu'est-ce qu'il en découle, si vous voulez? Quelles sont les responsabilités du coup qui en découlent? Quel est le comportement à avoir à bord d'un voilier, à bord d'un bateau, avec les autres bateaux? Quel est le comportement à effectuer avec son propre bateau, etc. Avec les éléments, comment se comporter avec les éléments, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu le sens marin, l'esprit marin. Et pour cela, ça sera l'idée pour moi de vous justement de vous toucher 2 mots par rapport à ça. On pourra également parler, voilà, toujours avec le plus de pédagogie possible, essayer de vous toucher 2 mots sur l'environnement, préserver l'environnement sur lequel on navigue et autour de nous, également sur la biodiversité, avec toucher peut-être 2 mots sur justement la biodiversité, un petit peu les problèmes que vous pourrez rencontrer, etc. et que l'on rencontre aujourd'hui et comment y amener un petit peu sa pierre à l'édifice et au moins comment préserver tout cela et bien se comporter en tant que bon marin. Voilà, mon but c'est vraiment, c'est un petit peu l'éducation que j'ai reçue au Yacht Master, c'est un petit peu l'enseignement, si vous voulez, pas l'éducation, mais l'enseignement que j'ai reçu durant mon Yacht Master, c'est vraiment de faire de nous de vrais marins, quoi, des marins sur lesquels on les reconnaît assez rapidement, que ce soit à leur façon d'amarrer leur bateau, que ce soit à leur façon de naviguer, à leur façon de manœuvrer, à leur façon de communiquer, à leur façon de comment justement leur humilité au niveau de leur, voilà, comment on appelle ça, de l'humilité par rapport justement au m'as-tu vu, quoi. Toutes ces choses-là, c'est important d'en parler. Ça me ferait plaisir de justement vous continuer cet enseignement que j'ai reçu en justement vous le partageant, etc. En mer, nous aurons aussi l'occasion de contrôler le calibrage des instruments électroniques, le bon fonctionnement comme je disais, du moteur et des voiles, etc. Donc je parlais de l'esprit marin, je vous parlerai également, puisque là j'aurai la chance de parler directement avec le chef de bord, le skipper. Donc du coup, vous parlez directement du rôle de chef de bord, qu'est-ce que ça inclut, comment on fait pour naviguer avec des équipiers, quel est le rôle. Donc ça va être justement de vérifier, je vous spoil un petit peu, mais ça va être déjà de pas mal vérifier si vos équipiers ont faim, ont froid, s'ils se sentent mal, comment faire pour qu'ils se sentent moins mal, comment faire pour justement pour éviter le mal de mer, etc. C'est aussi le rôle du chef de bord de peut-être choquer un petit peu de la voile au près, ou peut-être abattre de 5 degrés au près serré, ou ces choses comme ça, ou même 10 degrés, ou même un peu plus, le temps que voilà, remettre le bateau à plat, le temps que tout le monde retrouve ses esprits, etc. Ces choses-là. Également, comment mener un bateau d'un point A à un point B à bon port, à la bonne heure,
avec des calculs précis, que ce soit au niveau du temps, de la hauteur de la marée, etc. Tout ça, donc tout ça, c'est vraiment le rôle du chef de bord de s'occuper de son équipage et d'amener tout le monde à bon port. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un rôle qui est très vaste et moi qui vraiment c'est vraiment là-dedans que je me retrouve le plus. Hein, même quand vous êtes seul, vous êtes quand même chef de bord et vous avez le même rôle. Même si vous n'avez pas d'équipage, vous avez quand même des choses à faire en tant que chef de bord. Donc moi, c'est vraiment un rôle dans lequel je me retrouve beaucoup. Et ça sera un plaisir pour moi de vous partager justement les astuces pour mener à bien votre équipage et surtout votre devoir, quoi. Parce que vous avez un devoir à bord, vous en avez plusieurs, vous devez vraiment vous y tenir et c'est vous qui portez la responsabilité de tout le reste, d'accord. Donc du coup, bien vous donner conscience de cette responsabilité-là, de vos devoirs à bord, de devoir maintenir justement la bonne humeur à bord, de devoir maintenir tout ça. Donc c'est très important. Si vous commencez à hurler et à pointer les erreurs de chacun, etc. en hurlant, c'est votre faute. C'est une faute de chef de bord à ce moment-là. D'accord? Moi, j'ai jamais hurlé à bord de Saori en 3 ans et demi sur qui que ce soit. Et je pense que ça a aussi grandement aidé au fait que à chaque fois que quelqu'un naviguait avec moi, pour beaucoup ça a été des gens qui n'avaient jamais navigué, quasiment, ou très peu, etc., ou vraiment très sujets au mal de mer, et à chaque fois ça s'est très bien passé, et justement de voir les gens de confiance comme ça, il n'y a rien de plus agréable pour un équipier de avoir confiance en son skipper, du coup confiance au bateau, etc. C'est quelque chose de primordial. Si déjà vos équipiers ils ont des doutes sur votre capacité de chef de bord et sur l'entretien du bateau, déjà c'est déjà quelque chose de très mauvais, d'accord. Donc ça c'est encore le rôle du chef de bord de justement briefer, les briefings, etc., les topos, sécurité, météo, etc. Tout ça, moi j'ai bien tout revu à chaque fois et c'est important parce que ça vous permet d'avoir un équipage qui part avec le sourire, qui revient avec le grand sourire et qui était conscient des dangers sans en avoir peur, etc. etc. Donc c'est très 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 important. Donc le rôle de chef de bord, également l'esprit marin et un petit peu d'environnement et la protection de la biodiversité. Donc tout ça, ça va être pour la navigation, c'est quelque chose qui se déroulera sur une après-midi, une journée, etc. Qui aura aussi la possibilité de se réitérer si vraiment vous sentez le besoin qu'il y ait une deuxième navigation ensemble, etc. Que vous avez apprécié la première et que toujours dans le cas où les 5 premières étapes sont respectées, il n'y a aucun problème pour moi pour revenir, je connaîtrai déjà le bateau, le marin, etc. Donc ça sera un plaisir pour moi de continuer à naviguer avec vous et de continuer à échanger, etc. Donc pour vous en apprendre toujours plus, améliorer, que ce soit au port et que ce soit en mer. D'accord? Donc je parle pour moi, étant super débutant, il me faut des formations de navigation avant de te demander une formation. Non, pas forcément. Parce que là, on parle vraiment de l'achat d'un voilier, on parle vraiment de tout ce qui est habitable et de épauler les gens à partir naviguer, vivre ou du moins naviguer sur un voilier habitable, etc. Maintenant, super débutant et pas dans le projet d'acheter un bateau, je vous conseille largement de faire de la voile légère, du coup. De toute façon, moi, je ne propose pas encore, pour l'instant, ça restera toujours comme ça, je pense. Je ne propose pas de naviguer à bord de Saori, d'accord? Saori, mon voilier, c'est uniquement pour les amis et la famille et certaines personnes proches ou certaines personnes de confiance, etc. Il y a eu des exceptions, hein. J'ai failli naviguer avec des gens qui me suivaient sur ma chaîne depuis X temps, etc. Donc il a failli avoir des exceptions. Mais quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un vraiment de proche. Voilà, quoi qu'il arrive, ça sera des proches.
Bonsoir, j'ai raté la plupart du live. La rediff sera-t-elle sur la chaîne? La rediff sera disponible à partir du moment où j'aurai coupé le live. Donc quelques minutes après la fin de ce live. Donc vous inquiétez pas, vous ne perdrez rien. Pour ceux qui arrivent en cours, n'hésitez pas à reprendre la rediffusion depuis le début par la suite. Est-ce qu'on peut mettre le bateau à la cape dans un endroit avec très peu de trafic et dormir toute la nuit en solo? Écoute, déjà, tu navigues avec tes feux de nav. Je pense que c'est beaucoup plus simple de naviguer à allure réduite. Donc, je vais répondre à toutes les questions. En fait, il y a plein de questions dans ta question, d'accord? Donc, mettre un bateau à la cape dans un endroit avec très peu de trafic, dans l'idée de dormir, d'accord? Donc ça, c'est très déconseillé, d'accord? Je ne sais même pas si c'est possible ou pas. Ça doit être possible, puisque tu peux très bien le faire avec une ancre flottante. Si tu le fais avec une ancre flottante, d'accord? Pour pas justement pas avoir à dériver, d'accord? Après, à la cape, sous voile, avec la mer, etc., je pense pas que tu puisses tenir longtemps, d'accord? Donc ce qui est faisable, c'est par contre, c'est réduire les voilures, mettre le pilote auto et avoir un bateau qui se comporte bien sur sa ligne, bien droite, etc., avec un cap que tu connais, avec une distance que tu vérifies, etc., que tu calcules, tout ça. Donc tout cela, vaut mieux le faire sous pilote à vitesse réduite, d'accord? Après, je vois marqué et dormir toute une nuit en solo. Déjà, ça n'existe pas. Déjà, en solo, il n'y a aucun moyen de dormir toute une nuit, d'accord? Il est conseillé en solitaire de dormir entre 20 et 30 minutes maximum, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez besoin de surveiller le plan d'eau tout le temps, d'accord? Il est important, et encore, c'est une exception, puisque sur le permis, quand vous passez votre permis, il est dit, et il est obligatoire de faire une veille constante à 360 degrés au moins une fois par minute. D'accord? Donc du coup, il faut qu'à chaque minute, vous puissiez hop, regarder dehors et regarder tout autour, etc. Donc ça, c'est obligatoire, d'accord? La veille en navigation avec les yeux, sans être à l'intérieur en regardant le GPS, vous devez constamment être dehors. Il doit y avoir au moins une personne constamment qui regarde dehors, d'accord? Donc pour cela, impossible de rester toute une nuit dans un bateau, rien que par rapport à cela. D'accord? Donc il y a une exception, une dérogation à la règle pour les gens qui sont en solitaire, parce qu'il faut bien qu'ils dorment à un moment, sinon c'est dangereux pour eux. D'accord? Et donc on leur permet de dormir 20-30 minutes en solo. Moi, ça fait, pour vous parler de personnellement, je ne l'ai jamais fait encore. Je ne l'ai jamais fait parce que n'ayant pas d'AIS, n'ayant pas de radar, n'ayant pas de tout ça, pour moi, j'ai jamais pris le risque de faire ça. Et je pense que ça s'adresse vraiment à des personnes qui sont très expérimentées. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est des personnes qui sont un bateau qui est déjà très bien équipé, puisqu'on parle d'AIS, de radar, etc. Pour justement surveiller le plan d'eau quand vous dormez et pouvoir lancer des messages d'alerte. Il en existe des pas très chers, hein, à 200-300 euros. Vous pouvez déjà avoir un merveille qui vous permet de justement détecter les radars des autres. Donc du coup, si d'un coup il y a un autre bateau qui a un radar activé, il le détecte. Maintenant il ne détecte pas tous les bateaux. Donc pour détecter tous les bateaux, il vous faut, vous, un radar avec une consommation importante d'électricité, donc du coup il faut des panneaux solaires, donc du coup et ci et ci et ça. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué et que en vrai c'est quelque chose qui est vraiment qui arrive pas tous les jours. Voilà. Donc ça, je me poserai la question si un jour je dois traverser l'Atlantique en solitaire ou si je dois faire des grandes traversées en solitaire. Pour l'instant, si je vais loin, je suis avec du monde, donc je fais des quarts, donc tout le monde, toujours quelqu'un à la veille. Et sinon, c'est des navigations de 24 heures maximum, quoi, ou même moins, 12 heures maximum. Donc voilà, je pense avoir répondu à ça. Bonsoir, j'ai raté ça aussi, c'est répondu. Alors, êtes-vous de la famille d'Éric Tabarly? Donc, monsieur Tabarly,
Je ne fais pas du tout partie de sa famille, d'accord? C'est vraiment un pseudonyme que j'avais utilisé au préalable et que j'ai conservé parce que j'ai trouvé que c'était un bel hommage à ce grand monsieur, que depuis sa disparition, on a eu énormément justement de nouvelles règles et normes de sécurité qui sont apparues grâce à lui. Lui-même a fait énormément d'inventions et d'améliorations, d'innovations pour les bateaux. Les bateaux comme Saori, un Jeannot, Sun Odyssey, contient énormément de choses inventées et créées par Monsieur Tabarly. Et par la suite, tout ce qui est PLB, gilet de sauvetage, brassière automatique, des moyens de lumineux, de repérage, etc., automatique, qui se déclenchent tout seul avec l'eau, etc., les radeaux de survie, tout ça. Ça a été beaucoup mis en avant par l'État après la disparition de M. Tabarly. Donc voilà, il faut vraiment le voir comme juste un hommage. Quel permis de navigation passer? Alors ça, justement, ça sera pour moi aussi l'occasion de vous en parler durant nos... Je dois y aller, madame m'attend pour manger. Encore félicitations pour ton projet et merci pour ce live. Bonne fin de soirée à tous. Et ben écoute, je souhaite un bon appétit. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, si tu as besoin de récupérer la suite, tu l'auras en rediff. D'accord? Donc, par la suite... les permis de navigation. Donc les permis de navigation, tout dépend déjà si vous avez un bateau à moteur ou si vous avez un voilier habitable. Même si le voilier habitable inclut un moteur, comme le mien, il faut savoir que le moteur principal d'un voilier reste sa voile. D'accord? C'est le voilier, son moteur principal, c'est sa voile. D'accord? Ça c'est très important à comprendre parce que ça veut dire que vous devez savoir faire des manœuvres de prise de coffre à la voile, ça veut dire que vous êtes censé savoir faire des récupérations d'hommes à la mer à la voile et voire même des accostages d'urgence à la voile. D'accord? Ces trois choses-là, c'est important aussi. Donc du coup, pour les voiliers, il n'y a pas forcément besoin de permis bateau. D'accord? Il n'est pas obligatoire. Maintenant, les notions du permis côtier, donc la première partie du permis, qui s'appelle le permis côtier, obligatoire pour tous les bateaux à moteur. Les notions qui sont à l'intérieur sont obligatoires avant de partir en mer. D'accord? Donc, le permis en soi coûte dans les 300 € à passer. Le permis côtier coûte dans les 300 €. D'accord? Donc, je vous conseille vivement de le passer, d'accord? Je vous recommande de le passer. Je pense qu'un jour il sera obligatoire. C'est encore une vieille dérogation d'une vieille coutume française, etc. Mais partout ailleurs, il faut le permis. Et en France, en tout cas, il vous est vivement recommandé puisque dessus, pendant le permis côtier, on apprend quoi? On apprend les cardinals, les feux de nuit, les signaux sonores de brume, les règles de barre, etc. Donc c'est que des choses obligatoires si vous partez en mer. Donc le contenu du permis côtier, on ne partira pas en mer ensemble si vous ne le connaissez pas. D'accord? Donc c'est important. Et après vous avez l'extension permis hauturier, que là je recommande vivement à tout le monde, qui coûte 200 €. D'accord? Donc c'est 300 plus 200, c'est dans les 500 € le combo. Et le permis hauturier sert à justement travailler sur une carte, apprendre à faire des tracés justes sur une carte et apprendre à calculer les hauteurs de marée. Donc ça, c'est juste obligatoire aussi. Donc c'est même plus vivement recommandé. Moi, si j'avais la possibilité, j'imposerais permis côtier et permis hauturier pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, que ce soit voilier ou bateau à moteur. C'est assez simple. D'accord? Le permis côtier étant du par cœur et le permis hauturier étant du bon sens, même s'il y a des calculs un petit peu, il y a un petit peu de mathématiques, mais très, très facile, très accessible. Et je pense que les calculs de carte et de tracer un cap vrai, un cap, etc., une route de fond sur une carte,
C'est très important de savoir, au moins d'avoir les notions de la dérive compas, la dérive vent, la dérive magnétique, tout ça, déclinaison. Tout ça, il faut vraiment l'avoir en tête quand vous préparez votre navigation. Voilà. Donc tout ça, moi je l'aurais imposé pour tout le monde. Maintenant, si vous me le demandez, je vais vous le conseiller. Je ne vais pas vous l'imposer, je vais vivement vous le conseiller. Et si c'est par rapport à la légalité, pour les bateaux à voile, il n'y a pas besoin de permis pour l'instant. Donc voilà, je pense qu'on a déjà pas mal parlé pour la vérification en mer. Et je vais finir sur le suivi. Voilà, entretien et service de suivi. Dans les permis côtiers et hauturiers, il y a des épreuves pratiques. Alors dans le permis côtier, hop, je vais me remettre comme ça. Voilà, dans le permis côtier, il y a un quart d'heure de pratique, d'accord. Vous êtes dans les petits bateaux à école là que vous voyez dans les ports là souvent, toute petite barquette avec la toute petite cabine au milieu. Donc vous avez un quart d'heure, allez une demi-heure grand max de pratique avec cette chose là, sachant qu'on va vous demander de vous amarrer, d'accoster pardon. On va vous demander une prise de coffre. Et si vraiment ils sont motivés, ils vont vous faire une simulation d'homme à la mer avec les rudiments pour comment récupérer une homme à la mer. Moi, ayant un petit peu de pratique, j'ai tout réussi. Mais je connais aussi des gens qui ont raté leur manœuvre de port et qui ont eu quand même la validation. C'est pas vraiment, vous n'êtes pas noté, si vous voulez. C'est une étape obligatoire de pratique, obligatoire, qu'une fois qu'elle est finie, votre moniteur va vous valider le truc, et sans ça, sans ce papier de pratique validé, vous ne pouvez pas vous présenter le jour du permis côtier. D'accord? Mais en vrai, vous n'allez rien apprendre, et même si vous vous ratez, on vous le donne quand même. D'accord? Donc c'est vraiment pas une épreuve pratique comme si vous passez, je veux dire, passer votre niveau 2 dans une école de voile, c'est beaucoup plus compliqué, d'accord? Là, on va vous noter, etc. Là, c'est vraiment quelque chose où on vous explique à peu près comment ça fonctionne, quoi. Mais rien de très dingue, et encore une fois, vous n'êtes pas noté là-dessus. Et dans le permis hauturier, il faut savoir qu'il n'y a aucun... c'est que de la théorie, d'accord? C'est full théorie. Le permis hauturier, on va vous demander, donc il y a 12 points sur 20, un barème de 12 points sur 20 sur les exercices de cartes. Donc, et si vous avez moins de 7, donc moins de la moitié plus 1, vous êtes éliminé direct. Il ne corrige même pas la suite. Donc c'est vraiment primordial ces exercices de cartes. Moi j'avais eu 11,5 je crois sur les exercices de cartes, sachant que les 0,5 ça devait être forcément de la précision de tracé. Et après vous avez donc 4 points pour les exercices de calcul de marée. Donc là c'est bien costaud. Et après vous avez donc 2 points supplémentaires, 12 plus 4 plus 2, normalement on arrive à 20. Et 2 points supplémentaires sur questions sur les satellites, la détresse en haute mer, enfin des trucs un peu spécifiques à la détresse vraiment hauturier, quoi. Voilà. donc voilà pour répondre à ta question. Le permis côtier, c'est une blague impossible ou presque à rater. C'est pas comme le permis B. Bon, alors ça n'a rien à voir avec le permis B, effectivement. Le permis côtier, si vous voulez, l'avantage, c'est que en tout et pour tout, d'accord, sur toutes les questions qui existent au monde au permis côtier, il doit y en avoir grand max 300, quoi. Grand max. D'accord? Donc, vous savez bien qu'au permis B, pour ceux qui l'ont passé, il y a des dizaines, des vingtaines de milliers de cas différents, et c'est bien tout le problème, c'est qu'on a beau faire des tests et des tests et des tests, à chaque fois il y a des questions nouvelles qui apparaissent, et ce n'est pas du par cœur, on doit apprendre, enfin ce qu'on apprend c'est par cœur, c'est le code de la route, mais c'est pas via les questions, d'accord? Il faut savoir que le permis côtier étant beaucoup moins vaste, les questions qu'on peut vous poser sont très limitées au final, puisque les feux, il n'y en a pas à 30 000, on ne peut pas vous poser 12 milliards de questions différentes sur le même feu, donc du coup, pareil pour les signaux sonores, pareil pour le reste, etc. Donc du coup, le permis côtier, il est quasiment faisable en par cœur, d'accord? Même si vous ne comprenez rien à rien, il est quasiment faisable en par cœur.
pour ça qu'on dit qu'il est assez difficile à rater. D'accord? C'est parce qu'il y a vraiment... Mais les notions que vous allez apprendre, c'est des notions qui sont très faciles à oublier dès le lendemain, hein, surtout pour les feux et les signaux sonores. Moi, elles m'ont été redemandées évidemment au Yachtmaster, et ça devait être du par cœur, et c'était éliminatoire. D'accord? Si on avait un feu de raté, ou un signal sonore, ou un truc, une fausse réponse, c'était éliminatoire, on n'avait pas notre examen. D'accord? Donc c'est vraiment le B à bas de la navigation, ce permis côtier. Donc pas le prendre à la légère non plus. D'accord? Ce qui est dessus, c'est primordial pour vos navigations. C'est crucial. Donc c'est pas à prendre à la légère. Maintenant, l'examen en soi, il est loin d'être difficile. D'accord? Donc pour ceux qui veulent le passer, n'hésitez pas à bien bouquiner avant, et il n'y aura aucun problème. D'accord? Donc je vais finir rapidement la présentation de tout du site et des services qui vont avec. Je vous propose par la suite, maintenant donc on a vu ensemble, on a choisi un bateau, je vous ai aidé à choisir un bateau, je vous ai épaulé pour durant la visite du bateau, je vous ai également fait un check-up complet du bateau, je vous ai également réparé et entretenu le bateau, on a également armé le bateau pour qu'il puisse partir en mer, on est parti en mer, on a fait une vérification, etc., tout allait bien, etc. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à naviguer tranquille, etc. Vous êtes libre de partir en mer dans les meilleures conditions possibles. C'est vraiment mon but, c'est que vous puissiez partir en mer dès la première navigation dans les meilleures conditions possibles. D'accord? Et par la suite, je vous propose de garder contact, tout simplement. C'est pas une obligation, mais si vous souhaitez garder ce lien entre nous qu'on aura créé, puisque forcément ça fera longtemps qu'on aura créé entre nous et le bateau même, puisque moi j'aurai forcément un petit affect avec tous les bateaux. Pour conserver tout cela, je vous propose du coup un suivi des bateaux, et si vous le voulez, on pourra très bien avoir en hiver la possibilité que je me déplace pour justement ce que vous voyez à l'écran, entretien des inox, du tech, joint de quille, passe-coque, hivernage du moteur, carénage des œuvres vives, polissage des œuvres mortes, tout ça. Donc vraiment entretenir le bateau quand vous n'êtes pas là. Je peux très bien le faire justement sous votre demande. Imaginons vous habitez dans une grande ville, etc. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Je peux très bien gérer ça moi-même et faire l'entretien, vous envoyer des photos, etc. Et du coup, vous n'avez pas à ni vous déplacer, ni vous poser la question. Voilà, donc c'est une possibilité que je vous propose de me contacter justement pour tout ce qui est hivernage. D'accord? Durant le printemps, je peux également profiter vous pouvez également avoir besoin de moi et de ma disponibilité pour justement me demander, je suis actuellement dans telle ville, mes vacances sont du 14 au 20 juillet, enfin on va prendre plutôt le printemps, on va prendre un exemple plutôt simple, mes vacances sont le 15 juin, du 15 au 30 juin, est-ce que je pourrais avoir affaire à toi pour justement que tu puisses te déplacer à bord du bateau, préparer le bateau, faire en sorte qu'il soit nickel, propre, et vérifier, réviser, etc. Et que le bateau soit clé en main le jour où j'arrive. Donc ça, c'est encore une des possibilités. Vous me contactez, saoriselling@gmail.com, et je peux très bien venir en amont, en avance par rapport à vous devancer pour justement faire toutes les préparations, puisque si vous avez bien compris ma façon de faire, il est impossible de partir en mer sans avoir fait ça. D'accord? Donc imaginons que vous avez que 10 jours de vacances, soit vous êtes un mauvais marin et vous partez quand même, soit vous êtes un bon marin et vous prenez 2 jours sur vos 10 jours de vacances pour checker le bateau, donc c'est un peu dommage, soit vous me contactez et du coup je prends moi ces 2 jours pour checker le bateau, et quand vous arrivez, dès le day one, vous pouvez partir en mer, en toute sécurité. D'accord? Donc ça, c'est une possibilité pour le printemps. Durant l'été, pareil, je peux avoir besoin de... Est-ce que je l'ai noté? Non, je ne l'ai pas noté. Mais du coup, durant l'été, je peux très bien justement vous aider pour l'entretien des bateaux. Si vous avez eu un problème à bord, une casse, une panne, un truc qui... En utilisant le bateau, il y a quelque chose qui ne va pas.
vous avez contacté le chantier naval ou le truc le plus proche, le magasin le plus proche, et il vous annonce un prix complètement dingue. Vous pouvez très bien me contacter pour voir moi, pour que je puisse vous faire un devis et vous dire combien ça vous coûtera si moi je viens à bord pour intervenir directement. D'accord? Donc encore la possibilité de... moi c'est l'envie justement d'avoir cet affect avec ces bateaux et le suivi et justement de pouvoir les entretenir et les bichonner pour qu'à chaque utilisation par son propriétaire, le bateau soit en bon état. D'accord? C'est une possibilité, c'est un service que je vous propose supplémentaire. Et du coup, en automne, donc en vrai, le début de la basse saison, fin de la haute saison si vous préférez, les bateaux rentrent tous au port, la plupart ne naviguent plus, et ça sera pour moi l'occasion de justement faire une vérification encore du bateau, selon vos demandes et vos désirs, etc. On verra ensemble. Mais la possibilité justement de checker le bateau et de voir, de refaire un petit check-up avant de le laisser pour l'hiver, pour la basse saison, de le laisser au port, d'accord? Ou voire même de le stocker à sec, pourquoi pas. Donc toutes ces choses-là, c'est une possibilité et du coup je vous propose encore une fois mes services pour justement avoir un petit coup de main et gagner du temps sur vos vacances, pour justement sur votre temps disponible. Je sais que pour beaucoup le temps est précieux, pour ceux qui justement descendent depuis une grande ville ou même une ville voisine et qui ont peu de jours de vacances, pour vous le temps est précieux et c'est très difficile pour vous de faire le compromis, de perdre une journée de vacances pour justement vérifier le bateau, pour qu'il soit en état de partir. D'accord? Ou perdre la dernière journée de vacances, ou rester un peu plus, ou je ne sais quoi, ce sont des exemples, hein, ce sont des mises en situation d'exemple, pour justement, une fois que le bateau a fini sa saison, et ben moi je pourrais être là pour justement plier les voiles, ranger bien tout, etc., faire les derniers trucs, préparer le moteur à l'hiver, etc. Toutes ces choses-là, du coup, ça sera une possibilité. Donc, c'est vraiment l'idée de faire ce petit suivi durant toute l'année, de vous proposer, si vous le souhaitez, de venir vous épauler pour que vous puissiez naviguer directement dans de bonnes conditions. Alors,